Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 407 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le débrief du match 6 des finales NBA entre Indiana et OKC. Les Pacers sont parvenus à égaliser à 3 partout. On va décortiquer et expliquer tout ceci, comment ont-ils fait. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Match 6 des finales NBA, Indiana égalise à 3 partout et donc ça y est, mesdames et messieurs, nous aurons un match 7. Game 7 à venir. Ça fait quand même plaisir, hein. Alors moi en tant que spectateur neutre, hein, pour le coup, c'est vrai que désolé fans d'OKC, c'est peut-être un peu plus pénible pour vous, mais non, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, à noter, c'est tout de même pas si fréquent que ça, hein, un match 7 de finale NBA. Pour vous dire, depuis 30 ans, j'ai compté, c'est le 6e à peine. Donc 2016, évidemment les Cavs, 2013 aussi, Heat contre Spurs, mais c'était le format 2-3-2 pour les finales, bon bref. 2010 pareil pour les Lakers, qui étaient revenus de 2-3 à 4-3, mais parce que le format 2-3-2, donc 2 matchs aux Lakers, 3 à Boston et de nouveau 2 aux Lakers, enfin bref. 2005, le Pistons contre Spurs, également match 7, et puis de nouveau Rockets contre Knicks en 94, donc voilà, faut en profiter, en 30 ans, c'est à peine le 6e, et on va se régaler. Après, c'est vrai que bon, bah c'est un peu risqué, hein, pour le coup. C'est un peu risqué parce que ça se joue sur un match, hein. Et sur un match, t'as beau être le favori, sur un match, tout peut se passer. Vraiment, tout peut se passer. C'est même, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe depuis le début des playoffs avec Indiana. Les variances Pacers. Donc allons-y. Ce match-là, on l'évoque au début parce que c'est quand même le plus important, même si c'est pas hyper passionnant. Mais le Dark Maul est de retour. Alors Dark Maul, c'est quoi? C'est d'un côté, on connaissait déjà la Jedi Defense, le fait que l'équipe d'en face, donc défensivement pour les Pacers, mais l'équipe d'en face ne met pas ses 3 points, et en plus de l'autre côté les Pacers, hein, le double sabre, c'est pas juste la Jedi Defense, c'est le double sabre, donc Dark Maul c'est les Pacers ont mis leur tir et tous leurs tirs. Bon, au niveau des stats, on n'a pas des chiffres incroyables non plus, c'est pas comme certains matchs de ce run de playoff où ils étaient à 40%, 50%, ce genre de choses, mais tout de même, OKC était à 26% sur ce match-là à 3 points, et encore, je pense que voilà, les chiffres de Cleaning the Glass qui sont censés un peu enlever le garbage time, ils l'ont pas fait totalement parce qu'il y avait un quart-temps entier de garbage time. Donc bref, donc je pense que le chiffre réel, notamment la première mi-temps où le match est un peu joué, est encore pire que ça. Donc 26% à 3 points pour OKC et 37% pour Indiana. Et même, je crois que si on prend simplement la première mi-temps, on est autour des 39%, je crois, à 3 points pour nos amis de Indiana. 9 sur 24, je crois, un truc comme ça, à 3 points. Et de l'autre côté, OKC, première mi-temps, 1 sur 11 à 3 points. Donc voilà, là, ça fait quand même plaisir, plaisir pour les fans des Pacers, mais j'allais dire, ça fait plaisir de voir notre ami Dark Maul qui est réutilisé plus que George Lucas, hein. Ça, ce petit coup de gueule, hein, au passage, qu'on parle de Dark Maul depuis le début de ses playoffs. Non, mais le mec, il invente un personnage qui est stylé, et il apparaît 8 minutes en temps total, il le fait mourir d'entrée de jeu, épisode 1, la menace fantôme, enfin bref. Voilà, petit coup de gueule. Allez, passons au match. Donc ouais, non, le shotmaking à 3 points, c'est un peu l'histoire de ce match-là, mine de rien. Alors, c'est pas que ça, on va le développer, mais c'est quand même une partie assez importante, hein, quand OKC, qui a des bons tirs, ne les met pas. Bon, ça facilite aussi que Indiana, eux, ils jouent leur jeu et ils s'envolent, et de l'autre côté, OKC, ils calent un peu, quoi, offensivement. Parce que pour le coup, c'est quand même ce qu'il faut dire aussi. On parle de shotmaking, mais ça n'a rien à voir avec la qualité de tir, parce que je trouve que la qualité de tir, elle était là. Il y a eu beaucoup de 3 points qui ont été ouverts, peut-être pas grand ouverts, mais ouverts, de bonne qualité, des catch and shoot. C'est pas comme si OKC avait pris que des pull-ups à 3 points, que des tirs compliqués, que des tirs contestés. Non, tactiquement, ils ont fait des choses, ils ont fait des bonnes choses, notamment le fait de mettre à chaque fois Chet Holmgren à une passe près de l'action, sur une isolation de SGA, sur un pick and roll SGA avec Caruso, ou alors avec Hartenstein, etc. À chaque fois, on essayait de mettre un bon shooter à une passe près parce qu'on sait que un défenseur va dézoner, va venir resserrer le terrain, va se resserrer autour de SGA. Donc la passe simple va être faite et va être disponible pour le shooter à une passe près. Sauf que dans ces cas-là, le shooter à une passe près les a pas mises. Donc je crois qu'il y a un 3 points de Wiggins en transition. Je crois que c'est un des seuls 3 points. En deuxième mi-temps, on a un comeback screen. Donc Isaiah Joe qui s'éloigne du ballon et puis hop, en fait, je reviens comeback screen, je reviens vers l'action. Il a un 3 points comme ça. Je crois qu'on a un Lou Dort qui, en fin de possession, met un 3 points un peu. Il reste 3 secondes, il s'est rien passé, tout a bien coulissé. Et puis un face-up contesté à 3 points, et puis il le met. Et puis après, c'est garbage time, donc on compte pas, hein, tout ce qui est Jalen Williams et autres trucs comme ça, où voilà, le match était plié. Mais ouais, le 3 points, finalement, n'est pas rentré. C'est une partie importante. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a un peu l'inverse.
même si on n'a pas non plus une réussite absurde comme on aurait pu le penser. Hein. D'ailleurs, j'avais tweeté Indiana, allez-y, sans Haliburton qui est blessé, va falloir 2 performances à 60% à 3 points. Bon, on n'a pas eu ça. On a quand même eu plutôt pas mal de réussite sur ce tir-là. Ça fait aussi plaisir de revoir des joueurs en forme côté Indiana, on va y arriver, mais restons sur OKC. Au-delà de ce côté shotmaking qui, finalement, bon, je vais pas dire que c'est la norme, mais en tout cas, on est moins choqué qu'une équipe comme OKC passe au travers à 3 points parce que ça fait un peu partie de leur ADN. C'est un peu débile de dire ça. C'est comme si leur ADN c'était de manquer des tirs. Non, mais leur ADN c'est aussi d'avoir des shooters pas forcément à grand volume, pas forcément spontané et pas forcément à haute efficacité en playoff. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà vu ce genre d'occurrence en playoff. Hein. Souvenez-vous, la série contre Denver, bon, ben, les mecs ils gagnent parce qu'ils sont tellement bons en défense, ils sont tellement bons au niveau des marges, rebond offensif, transition, perte de balle, etc., qu'ils gagnent sans le 3 points. Voilà, donc c'est quand même une équipe d'élite, mais ben voilà, ils peuvent passer des matchs complètement à côté et ils l'ont fait plus de, je dirais, allez, une bonne dizaine de fois, je pense, peut-être pas plus de 10 fois, mais une petite dizaine de fois ils l'ont fait en playoff cette année. Donc c'est pas une anomalie statistique si vous voulez. C'est quand même que il y a un personnel plutôt défensif, pas axé shoot, donc ça peut arriver. Et c'est arrivé, j'allais dire au plus mauvais moment. Non, le plus mauvais moment ce sera le match 7. Là, si ça arrive au match 7, ce sera un peu la cata. Là, bon, ok, mettons ça de côté. Le 3 points ouverts, malgré les bonnes choses qui ont été faites avec positionner à chaque fois un shooter. Enfin voilà, le terrain a été bien structuré, je trouve. L'attaque a été pas mal, le terrain était bien structuré, il y avait toujours les bons shooters aux bons endroits. On fait attaquer SGA par ici parce qu'on sait que côté fort il y a un tel, côté faible il y a un tel, etc. Donc au niveau du process, c'était bien, mais manque le résultat, manque le tir à rentrer à la fin et bah, c'est un peu ce qui compte, hein, niveau box score et niveau gagner le match. Il faut que les points soient là. On n'est pas sur une course de qui joue le mieux, malheureusement. Donc bref, le 3 points. Mais à part ça, on a, je trouve, en dehors de cet aspect aléatoire, shotmaking, pas que aléatoire, mais vous avez compris, il y a aussi, je trouve, un OKC relativement méconnaissable pour moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut l'attribuer à match 6, à pression, mentalement, je sais pas, Indiana était en méga forme parce qu'ils jouaient leur vie et qu'ils étaient à domicile, la pression du public. Je ne sais pas la raison, mais en tout cas, je ne sais pas le pourquoi, mais sur le quoi, qu'est-ce qu'on peut constater? On a une équipe de KC qui a été méconnaissable en termes de déjà rebond offensif. C'est-à-dire que, on l'a déjà expliqué, c'est pas leur force d'habitude d'aller au rebond offensif, mais sur la série, ils y allaient de plus en plus et on sortait d'ailleurs d'un match où les deux équipes avaient eu une production d'élite au rebond offensif. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a deux défenses qui sont mauvaises au rebond défensif. Donc il y a tout intérêt à l'attaquer. Et donc on sort d'un match où ils sont quoi ? 90e, 99e centile, je sais plus. Donc une perf incroyable au rebond offensif. Là, on est retombé sur un très petit score. On est sur le 4e centile en termes de rebond offensif pour OKC sur ce match-là. Donc tout l'aspect de possession supplémentaire qu'ils avaient pu obtenir encore, qui vient un peu, non pas sauver, mais booster le jeu sur demi-terrain, où parfois il y a un tir manqué, mais hop, il y a Hartenstein qui est par là, il y a Caruso qui est par là, Lou Dort qui récupère un ballon en plus, et on re-enchaîne une nouvelle possession. Bah, tout ça, ça n'a pas été. Donc, ça, absent au niveau du rebond offensif ce match-ci, et pas non plus, encore plus méconnaissable, OKC a perdu des tonnes de ballons. C'est-à-dire qu'au niveau des pertes de balles, on est à 21% de turnover percentage, ce qui est énorme pour OKC. Et pour vous dire, au-delà du chiffre brut, c'est dans le 6e centile. Performance dans le 6e centile, c'est-à-dire que la perf est mieux que à peine 6% de tous les autres matchs NBA cette saison. Autant dire extrêmement mauvais. Voilà, en termes de classement par rapport au reste de la NBA, c'est un score de perte de balles qui est très très bas. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est une vraie défaite, on va dire, pour OKC, parce que eux, leur ADN, c'est plutôt d'avoir une équipe qui protège bien, voire même très très bien le ballon. C'est littéralement l'équipe de NBA qui fait le moins de pertes de balles par match. Hein. Leur attaque, elle est basée sur, pas des tonnes de passing, mais en contrepartie, une propreté assez remarquable. Là, c'est pas le cas. Là, on a, j'ai parlé du turnover percentage, mais je peux vous le dire en chiffre brut, 21 turnovers sur le match. Et encore, le match, les stats sont toujours un peu difficiles sur ce match parce que ça s'est joué en 2 quarts-temps et demi, grosso modo. Donc à voir les stats globales, à quel point est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas, mais beaucoup de pertes de balles, des pertes de balles un peu évitables, mais aussi des pertes de balles qui ont été provoquées par Indiana. Notamment, on va y arriver, mais par des schémas agressifs, par des stunts hyper agressifs, par des mecs qui mettaient les mains là où ils ne devaient pas. En tout cas, pour voler des ballons, en tout bien tout honneur, bien sûr. Alors, je vais aller voir. Au niveau le box score un peu traditionnel, je peux vous dire qui a volé beaucoup de ballons. Je crois que j'ai en tête McConnell. McConnell 4 interceptions. Ben Shepard en a fait 2. Mathurin 2. Alors ça, c'est peut-être garbage time, je sais pas. Obi Toppin 2 aussi. Haliburton 2. Nembhard 3. Voilà, on a aussi cet aspect-là où, en fait, Indiana a été génial pour forcer des pertes de balles. Donc, c'est un peu un aspect où c'est pour ça que je parle d'un OKC méconnaissable, puisque d'habitude, ce sont eux qui gagnent la bataille des possessions.
Donc le fameux j'ai plus de possession que l'adversaire, j'arrive à en retirer à l'adversaire et moi j'arrive à limiter les dégâts et à en garder plus. Donc d'habitude OKC force beaucoup de pertes de balles et eux-mêmes en perdent très peu. Et de l'autre côté, OKC, pas tout le temps mais sur la série, a pu aussi gratter des possessions en plus sur le rebond offensif. Là ils sont cata perte de balles, cata au niveau rebond offensif, donc ils perdent des cartouches. Et en plus de l'autre côté, on va y arriver aussi, mais Indiana a perdu très peu de ballons. Donc là aussi, défaite totalement philosophique, on peut dire, de la part de OKC, qui n'a pas réussi à forcer beaucoup de pertes de balles adverses. Alors que, là encore, d'habitude, ce sont les meilleurs de NBA. Donc, on a un match où c'est allé totalement dans le sens inverse. Plutôt que eux perdent peu de ballons et en provoquent beaucoup, ça a été l'inverse. Donc, vous voyez que forcément, quand on fait un peu le bilan un peu macro de tout ceci, en termes de nombre de possessions, le jeu des possessions, OKC déjà, sans même parler d'efficacité à 3 points, au panier, n'importe où, déjà, il y a un manque à gagner par rapport à leur niveau, on va dire, habituel pour le coup. Donc c'est un premier mal offensif de ce match-là, je trouve. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais au niveau de la perf offensive, on est 89 points par 100 possessions, ce qui est dans le 2e centile en termes d'offensive rating, donc de performance offensive globale. C'est catastrophique, évidemment. Catastrophique, cette perf offensive d'OKC. Donc, de par les possessions, de par le 3 points, le shot-making à 3 points qui n'avait pas été là. Et puis pour finir aussi sur le côté OKC méconnaissable, parlons aussi de la transition mais défensive, puisque OKC est également une équipe qui est élite sur la transition défensive, donc pour le reformuler, pour défendre les contre-attaques. Or, ce match-là, ça a complètement explosé, puisque les Pacers ont fait un match d'élite, peut-être même leur meilleur match de la série, je trouve, en termes de contre-attaque. Et ça peut arriver, ça peut arriver une fois de temps en temps, une perf comme ça. C'est pas une anomalie non plus. Ou en tout cas, on peut dire que le duel sur cette bataille-là, le duel a été gagné ici, pour le coup, par les Pacers. Ça peut arriver. Souvenez-vous, contre Denver, match 1, on se dit, ah tiens, la meilleure attaque de transition de NBA versus donc Denver, versus la meilleure défense de transition, qui va gagner? Et match 1, c'est Denver qui avait explosé totalement OKC. Après, OKC avait réussi à corriger le tir. Bon, voilà, ça peut arriver, ce genre de non-performance. En tout cas, de facto, on a une équipe d'Indiana qui a déroulé mieux que sur tout le reste de la série, j'ai l'impression. Les stats le disent, mais encore les stats sont pas comme on dit à chaque fois, les stats de transition ne prennent pas toujours en compte parfois la semi-transition, le fait d'accélérer, d'obtenir un mismatch ou un premier décalage avant, qui n'est pas une pure contre-attaque. Donc dans les stats on le voit pas, mais même là au niveau des stats pourtant incomplètes, on voit 95e centile en termes de fréquence, donc beaucoup de contre-attaques, et même en termes d'efficacité générée et de points en transition, on est très très bon. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect où on reconnaît pas le Thunder d'habitude. Le Thunder a perdu beaucoup de ballons, le Thunder n'a pas forcé beaucoup de pertes de balles, le Thunder n'a pas bien défendu la transition. Voilà, ça c'est pas trop le Thunder qu'on connaît. Donc défaite relativement logique, je pense, on peut dire. Et puis autre point important également sur la série qu'on surveille à chaque fois, souvenez-vous, c'est le panier. Le panier, puisque plus on avançait, plus finalement OKC arrivait petit à petit à gratter et à aller de plus en plus au panier et à scorer de plus en plus et de mieux en mieux au panier. Donc à la fois fréquence, volume et efficacité. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que les derniers chiffres, match 3, 4, 5, les chiffres étaient pas mal en termes de production au panier. Mais pourquoi? Parce qu'on avait aussi, souvenez-vous, on disait l'apport de tout ce qui est rebond offensif. Donc forcément, des rebonds offensifs, ça donne de facto des tirs au panier, mais qui ne sont pas des tirs comme on pourrait imaginer, genre ils ont pris 50% de leurs tirs au panier, ouais, c'est que des drives, ils vont au panier, ils arrivent à dribbler jusqu'au panier, etc. Pas forcément. Il y avait une partie aussi de beaucoup de tirs au panier, parce que sur des rebonds offensifs, des claquettes, etc., on est au panier. Là, on l'a dit, pas de rebond offensif, en tout cas très très peu pour le coup, et on a de nouveau des chiffres où au final OKC est un peu plus limité, j'ai trouvé, donc là je peux citer les stats, mais même au niveau visuel on a pu s'en rendre compte que l'accès au panier était totalement bouché, et j'ai l'impression que nos amis des Pacers ont augmenté l'intensité au niveau des stunts, au niveau des aides agressives encore plus. On va aussi en parler de la défense sur HDA qui a été un peu différente, mais voilà, l'accès au panier offensivement pour OKC n'a pas trop été là, à peine 30% de tirs pris au panier, c'est moyenne basse on va dire, et surtout à peine 58% d'efficacité au panier. Ça c'est pas top du tout, 20e centile, même 19e si vous voulez. Mais voilà, un manque d'efficacité au panier qui est assez énorme, et qui est problématique aussi, puisque si tu scores ni au panier ni à 3 points, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais voilà grosso modo. Je le dis, les schémas défensifs de nos amis d'Indiana ont été un peu plus agressifs que d'habitude, j'ai trouvé.
Et d'ailleurs, on peut enchaîner sur 2-3 nouveautés qu'on a pu voir tactiquement sur ce match-là, donc un peu notamment côté Indiana. Début de match, on a vu un blitz qui a été fait par Turner, donc vraiment un côté, on va essayer de monter haut blitz. C'est une couverture un peu agressive, voire même très agressive, quasiment une prise à deux agressive, où on monte très très haut sur le porteur de balle, sur SGA. Sauf que c'est un peu étonnant, parce que d'habitude, c'est vrai que Turner, il n'a pas trop ce profil-là de faire des edge ou des hard edge ou des blitz très agressifs. Là, il l'a fait. Ça n'a pas été tout le temps, parce que comme on dit à chaque fois, plus c'est agressif, plus ça veut dire qu'il y a une prise de risque derrière, donc tu peux pas te permettre de le faire tout le match, parce que au bout d'un moment les mecs ils s'adaptent, ils disent ça va venir, on pose l'écran plus haut, vu qu'il y a le blitz qui va arriver, je passe par dessus, je me tiens prêt, etc. Mais voilà, ce genre de couverture, et un vrai blitz on en a vu un ou deux à peine, mais c'est vrai que le truc beaucoup plus, la nouveauté j'ai trouvé sur ce match là, c'est que on a commencé à déclencher la stratégie du troisième homme. Alors pour expliquer qu'est-ce que c'est que je trouve que sur ce match, sur les pick and roll de SGA, on a beaucoup plus essayé de créer un 2 contre 1 sur le ballon et de le maintenir le plus longtemps possible. Plutôt que ce qu'on pouvait voir par moment, qui était juste soit un peu plus soft, soit on le laisse venir un peu, mais sans non plus essayer de l'enfermer ou voilà, ce genre de choses. Soit sinon carrément des switches, quand c'était pas Turner, mais quand c'était par exemple des pick and roll avec Pascal Siakam ou des mecs comme ça, il y avait souvent des soft switch un peu automatiques côté Pacers. Là, c'est vrai que on a vu que, les pick and roll avec des gros, on s'est mis à faire un vrai 2 contre 1 sur le ballon, mais pas que avec Turner. Également sur les pick and roll qu'on appelle un peu entre petits. Ou d'habitude, c'est vrai que pick and roll entre petits, on se pose pas trop la question, on switch automatiquement, comme ça, il n'y a pas de décalage concédé, etc., etc. Là, non. Là, même sur les pick and roll entre petits, on a vu des vraies prises à deux, et donc, vu qu'on a des vraies prises à deux et que le poseur d'écran est potentiellement un mec qui peut faire un pick and pop, ils en ont mis aucun sur le match, mais en tout cas, il y a la menace. Indiana finalement a compensé cette stratégie de 2 contre 1 sur le ballon, un peu plus appuyé et un peu plus de pression sur SGA pour le contenir, par un troisième défenseur qui vient faire la rotation sur le pick and pop. Ça pouvait être Chet Holmgren. D'ailleurs, il y a une fois où Haliburton passe à une phalange d'intercepter la passe vers le pick and pop. Ça pouvait être sur du Lou Dort ou du Wiggins ou des mecs comme ça. Voilà, il y a un côté où on a utilisé cette stratégie du troisième homme. Pourquoi ? Parce que ici, il y a forcément quelque part, à un moment donné, un non-shooter ou deux. Donc, il y a toujours un peu ce qu'on appelle une valve de décompression en termes de défensif, où il y a toujours un mec qu'on peut se permettre d'abandonner à 3 points. On se dit, lui, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'urgence, de faire la rotation sur lui. On peut l'abandonner un peu plus sereinement. Et donc, ça permet que, forcément, on puisse sortir de cette position, abandonner un mec comme ça, pour faire la rotation sur un shooter en pick and pop. Et ça a permis que, parce que ça, c'est que le pansement, mais c'est que la manière de compenser, mais le but principal et le propos principal, c'est de dire aussi que on a un peu augmenté la pression sur SGA et on l'a pas laissé aussi facilement qu'avant essayer un peu de driver au panier, aller sur ses spots à mi-distance, etc. J'ai trouvé que défensivement on a un peu plus maintenu ces 2 contre 1, protégé donc par cette stratégie du troisième homme qu'on n'avait pas vu du tout pour le coup sur le début de la série, peut-être aussi parce qu'on craignait moins le pick and pop, mais en tout cas voilà, pression sur SGA. D'ailleurs, ce qui vient un peu renforcer cette idée, c'est que également sur des post-up, on a vu beaucoup plus fréquemment des prises à deux assez agressives sur post-up pour empêcher que SGA ne puisse un peu développer sur Nembhard notamment, ou sur des mecs comme ça. De même, quand c'était pas la stratégie du troisième homme, on a vu aussi évidemment OKC faire pas mal de pick and roll entre petits, et là encore, je peux le dire, mais on le dit depuis le début de la série, en l'occurrence, il y a un premier rideau et un deuxième. Et ce qui se passe, c'est qu'on a toujours, même si SGA arrive à naviguer le premier rideau, donc le pick and roll, l'écran, le deuxième défenseur, prise à deux, pas prise à deux, je fends le pick and roll en deux, je passe à droite, à gauche, etc. Il y a toujours un mec qui vient au panier aider, voire deux, voire même un en tête de raquette et un en bas de raquette au panier. Mais là encore, j'ai trouvé qu'on a plutôt bien réussi à verrouiller le panier. D'ailleurs, on parlait des stats un peu au panier général, mais le panier a été bien verrouillé pour SGA qui, comme d'hab, a son shot making absolument absurde à 2 points, pardon. Donc sur un peu le mi-distance, il les met ces tirs-là, mais il est un peu forcé de les prendre ces tirs-là parce que l'accès pour aller complètement au panier est très 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 rarement ouvert. Donc voilà, l'objectif c'est comme d'habitude, aider agressivement, et d'ailleurs aider en abandonnant des mecs à 3 points parce que c'est moins inquiétant, mais empêcher SGA d'avoir des lay-ups au panier ou d'aller obtenir trop facilement des lancers francs, parce que quand plus il est sous le panier, plus il est proche du panier, plus il fait un pas de côté ou il lance un peu l'épaule n'importe comment et il y a une faute qui est sifflée pour lui. Donc voilà. Autre nouveauté d'ailleurs sur ce match-là, on l'a vu dès le début de match, c'est Williams par rapport à Jalen Williams qui a fait un énorme match 5, vous vous souvenez. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ?
un peu étonnant. On a vu que sur un pick and roll, alors je crois que c'est avec Hartenstein, si je dis pas de bêtises, Williams, Hartenstein est là, Miles Turner, début de match, commence à switcher. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Turner se met à switcher alors que Miles Turner, bon, c'est un big un peu polyvalent, mais qui n'a pas trop ce côté switch, pas de très haut niveau, bien entendu. Donc là, on a un switch, et donc qu'est-ce qui se passe? Quel est un peu le but? C'est qu'en fait, on vient switcher, veut dire ne concéder aucun décalage, premièrement. Donc, il n'y a pas le passing de Williams qui peut être débloqué, lui qui est un peu le meilleur passeur, je trouve, de cette équipe en tant que porteur de balle. En plus, avec sa taille, il peut passer par-dessus de manière assez à l'aise, etc., etc. Mais surtout, en fait, ça vient un peu bloquer l'accès au panier. Puisque plutôt que de faire un edge, un soft edge où on attend au niveau de l'écran mais un peu plus bas, plutôt que faire un drop où on va se dire on attend très bas par rapport au niveau de l'écran, on va lui donner des pull-ups à 2 points ou alors on va lui donner de l'espace et il va le prendre cet espace pour prendre de la vitesse et aller au panier comme il a fait au match 5. En fait, ce qu'on a vu, c'est que on fait un switch et ce switch permet que Turner monte au niveau de l'écran, donc il est réceptionné au niveau de l'écran, mais le deuxième défenseur reste sur Hartenstein. Donc il n'y a pas genre un rôle qui est ouvert pour Hartenstein, etc., etc. Et donc en fait, on a vu que Williams s'est dit ah mince, du coup j'ai une opposition en face de moi. Bon voilà, je prends un pull-up à 3 points ou à 2 points, je sais plus, qui est manqué. Donc on est venu un peu tuer dans l'œuf le driving game de Williams. En tout cas, c'était un peu l'objectif. Et donc, un café OKC par la suite, ils ont beaucoup moins, voire quasiment pas, réutilisé ce pick and roll Williams et Hartenstein. Donc, un gros qui pose l'écran parce que affronter Turner qui va switcher pour anéantir le décalage dans l'œuf et dès le début de la possession. Donc, ce qui a été fait, c'est ajustement OKC, beaucoup plus de pick and roll entre petits, notamment. Premier ajustement pour permettre qu'on retrouve un peu un Williams qui a un accès au cercle beaucoup plus facile. Et donc voilà, quand c'est un petit qui pose l'écran, un Mbard, un Haliburton ou des mecs comme ça vont pas switcher sur Williams, même s'ils le font, ils peuvent se faire ensuite, ils peuvent se faire avoir sur isolation. Et voilà, ils switchaient pas, donc ne pas switcher veut dire qu'il y avait un petit espace, ils pouvaient s'engouffrer. Donc OKC et Mark Daniel ont un peu retrouvé comme ça la manière et la bonne façon pour que Williams puisse recommencer à driver et avoir ses lignes de drive, parce que face au switch de Turner, on l'avait pas forcément au début. Donc voilà, premier ajustement. Deuxième ajustement, ça a été de refuser l'écran aussi. Donc on fait venir Hartenstein et donc on voit que Turner monte assez haut au niveau de l'écran, il se tient prêt à switcher ou en tout cas à contenir le ballon très très haut. Et que fait Williams? En fait, il refuse l'écran, il part de l'autre côté, ce qui permet en fait de pas devoir affronter le big. Parce que tu prends l'écran et en sortie de l'écran, il y a un mec qui t'attend, d'accord? Si tu refuses l'écran, tu pars plutôt que partir à droite, tu pars à gauche, il n'y a personne à affronter, tu vas au panier. Voilà, donc le début de match de Williams, ça a été quand même pas mal sur ces petits ajustements pour essayer de le faire aller au panier comme au match 5. Des séquences aussi d'isolation, où il est pas mal, isolation contre Nesmith, notamment sur cette série pour l'instant. Mais voilà, au final, on n'a pas eu non plus un match grandiose de Williams. Enfin, on a eu un match grandiose de la part de personne, côté Thunder. Mais voilà, il finit à 16 points, 6 sur 13, au niveau du shoot. Et encore sur les 13, il y a 4-3 points. Donc voilà, pas énormément de scoring, malheureusement, pour Williams ici, qui a plutôt été bien contenu, je trouve. Et oui, l'autre nouveauté également de ce match-là, en tout cas défensif, on l'a déjà dit, je crois que j'ai déjà cité, donc je vais pas insister, mais les stunts, les aides qui viennent depuis les ailes, le mec qui abandonne son shooter, qui vient en tête de raquette rétrécir le terrain, j'ai trouvé qu'on a bien augmenté le curseur d'agressivité là-dessus, et notamment c'est comme ça qu'on a réussi à créer pas mal de turnovers. Si vous allez voir notamment les pertes de balles les interceptions, de McConnell par exemple, vous allez voir que une fois où SGA veut attaquer sur l'aile avec le fameux système un mec dans le corner, un mec sur l'autre aile, et moi j'ai mon boulevard sur l'aile côté gauche avec 2 shooters à une passe près, et en fait les mecs abandonnaient les shooters. Donc on a carrément McConnell qui vient, je viens carrément faire une prise à deux en fait sur cette isolation et arracher les ballons des mains de SGA, etc. Donc voilà, je pense que ça reste risqué. Je sais pas s'ils feront pareil au match 7, parce qu'une fois que tu le sais, t'es prêt à ajuster, mais je trouve que cette carte un peu surprise de augmentons le curseur d'agressivité, ça a fait mouche. Ça a fait mouche parce que beaucoup plus de pertes de balles provoquées de par ceci. Tout de même, tout n'a pas été nul. Côté OKC, j'ai bien aimé quelques éléments. Et en plus, comme dit, peut-être qu'avec une réussite normale à 3 points, ils auraient pu être plus proches dans ce match-là, aller au Money Time et remporter au Money Time avec des lancers francs sur le Money Time. Mais non, des trucs bien côté OKC. On a vu 2-3 pick and roll, 45 comme on dit. Donc poste 4, poste 5, poste 4 Chet Holmgren, poste 5 Hartenstein. Le problème, c'est qu'on n'en a pas vu beaucoup, aussi parce que les deux jouent pas non plus des tonnes ensemble, mais on les a vus et c'était pas mal. Ça permet d'impliquer en fait Siakam et Turner sur le ballon, et ce qui fait que une fois que tu passes ça, tu fais une passe, tu fais un drive, le deuxième rideau, c'est qui? C'est Haliburton, c'est Nembhard. C'est des mecs qui sont beaucoup plus petits. Donc
le fait d'impliquer sur le ballon et dans le périmètre sur ces pick and roll et Siakam et Turner, ça permet d'affaiblir l'aide en deuxième rideau et donc de se faciliter un peu plus la vie. Je crois qu'il y a un drive comme ça de Holmgren qui est pas mal du tout, où il va jusqu'au panier prendre la faute ou même mettre le panier, je crois. Mais parce que l'aide en deuxième rideau, je crois que c'est Nembhard qui est ligne de fond, qui est censé aider, mais il peut pas aider, quoi. Il est pas assez grand, etc. Donc ça, c'était bien. Les 45, un truc a été recommencé par rapport au match 5. On a vu beaucoup match 5 et malheureusement pas assez, mais quand ça a été fait, ça a été bien. Les fameux pin down pour un jeu en top of the key de SGA. Alors c'est quoi tous ces mots compliqués? Bon, on s'en fiche des mots, mais grosso modo, SGA qui démarre off ball en bas de la raquette, et puis un pin down, c'est un écran pour remonter, voilà, donc très simplement, un down screen, un pin down, il reçoit un écran qui en fait va le faire arriver en tête de raquette. Top of the key, tête de raquette, voilà. Et en fait, le but c'est quoi? C'est de dire, bon, quand il drive depuis le périmètre, quand il part de très très loin face au jeu, Indiana déploie ses aides hyper agressif depuis les corners, même depuis le premier rideau, depuis les ailes, les stunts, etc., etc. Donc, l'accès au panier est bouché. Donc, de toute façon, si l'accès au panier est bouché, qu'est-ce qu'on fait? On a affaire au meilleur joueur de mi-distance de toute la NBA. Bon, bah juste, on va lui donner la balle en tête de raquette, plus proche du panier, le plus proche du panier possible, même, où on sait qu'il pourra pas aller directement au panier parce que c'est bouché, mais on t'installe en tête de raquette, t'as ton face-up jumper, t'as ton petit truc, et tu le fais. Et ça a été bien fait encore une fois. Peut-être pas assez, bon aussi parce que le match a pas duré des tonnes, hein. Au bout de 2 quarts temps et demi, 3 quarts temps, c'était fini, mais ça c'était bien encore une fois, donc j'aimerais bien le revoir encore plus. Et pareil aussi, j'ai noté, ça on l'a pas eu beaucoup, pour le coup, depuis le début de la série, une zoom action pour SGA. Zoom action, c'est quoi? C'est, il part depuis le corner, et il reçoit, grosso modo, un écran et un jeu de main à main. Donc zoom action, un écran, un jeu de main à main. Donc par exemple, il part depuis le corner, il reçoit un premier écran par Williams, il continue de courir, il y a un deuxième écran / jeu de main à main de Hartenstein qui a la balle et qui lui donne la balle pour SGA qui est en train de courir, qui vient, et en fait ça crée un espèce de pick and roll, hein. Le jeu de main à main, pick and roll, c'est un jeu à deux, qu'importe qui a la balle à la base, mais ce qui a permis de déverrouiller totalement un roll, R-O-L-L, donc en fait une action où Hartenstein a pu rouler au panier totalement libre et aller faire je crois que c'est un alley-oop même carrément, et ça c'est vrai que c'est le genre de tir facile qu'on n'a pas trop vu depuis le début de la série. On a affaire à un Mark Daniel et au OKC qui sont très méthodiques en mode on va cibler un tel, on opère comme ça, et c'est vrai que ça me manque un peu ça pour le coup, et je pense qu'ils peuvent, notamment avec du Chet Holmgren qui est très aérien, Hartenstein qui peut le faire aussi, notamment sur ses zoom action où tu crées un peu de mouvement. Tu peux aussi, le fait est que quand tu le fais démarrer off-ball, SGA, bon bah il est un peu plus libre, donc il peut plus facilement créer un temps d'avance sur son défenseur, premièrement, et puis t'enchaînes tout ça en mouvement. Le fait est aussi que le côté faible va être vide, puisque c'est une zoom action, donc il n'y a personne dans le corner une fois que SGA est parti, donc personne ne peut coulisser pour aider sur Hartenstein, en tout cas pas facilement. Donc voilà, ça c'est aussi le truc que peut-être ce serait bien de revoir un peu plus, l'aspect de pick and roll un peu classique en fait, juste pick and roll, tu pénètres le plus possible et tu envoies une passe de alley-oop pour ton big qui peut aller au panier, quoi. Donc ça c'est cool. Et pourquoi est-ce qu'on le voit pas plus? Aussi parce que comme dit, quand il prend un pick and roll un peu normal où lui a la balle et il démarre loin du panier, Indiana essaie de l'étouffer, Indiana essaie de le contenir, donc en fait on le laisse pas pénétrer facilement jusque dans la raquette où il peut ensuite balancer une petite passe en alley-oop pour le panier. Non. Alors que dans la zoom action, oui, la zoom action, il arrive un peu lancé, donc il y a un peu plus le chemin qui est ouvert devant lui, etc. Donc il peut aller au panier, balancer cette passe et libérer ce genre de panier facile, en fait, hein. C'est ça le truc aussi. Et puis dernier point sur OKC également, le fait est qu'on a parlé de leur défense de contre-attaque qui a été nulle, mais leur attaque également. Leur attaque n'a pas été bonne du tout. En contre-attaque, c'est un peu dommage. Je crois que j'avais noté en termes de fréquence de contre-attaque, 10e centile à peine pour la contre-attaque d'OKC. Donc voilà, pas non plus de points faciles comme ça. C'est un peu dommage de ne pas obtenir ces points-là. Mais il faut dire aussi que Indiana a perdu peu de ballons, donc peut-être que ça n'aide pas. Il faut dire aussi. Donc voilà à peu près le topo pour OKC avec des choses bien, mais de bons ajustements côté Indiana également. Et donc allons sur Indiana rapidement, concluons ce podcast aussi avec Indiana. Premièrement, on l'a déjà dit, le jeu de transition a été élite et peut-être même le meilleur de ces finales NBA. La contre-attaque, la transition qui a été au rendez-vous, j'ai déjà dit les chiffres mais je peux le redire, 95e centile en termes de fréquence, 89e centile en termes d'efficacité, donc tous les points étaient là. Je crois que sur la première mi-temps ils ont été à 16 points contre 2 points, 16 à 2 points de transition. Voilà. Pour dire aussi, il n'y a pas que la transition en soi, il y a aussi la semi-transition.
le fait d'accélérer avant que en face ça soit totalement en place. Vous connaissez un peu le principe, donc semi-transition. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, on a vraiment cet aspect de la vraie équipe d'Indiana. La vraie équipe, leur vraie identité d'accélérer en transition. Pourquoi je dis ça? C'est que, certes, OKC a perdu beaucoup de ballons. Donc, on peut se dire, bon, la transition a été aussi débloquée parce que perte de balle veut dire on se projette très vite, 3 contre 1, 4 contre 2, 2 contre 0, voilà, des paniers faciles. Mais non, pas que. Donc, après interception, oui, ils ont créé des points en contre-attaque, mais ils ont aussi créé des points en contre-attaque. On le voit, hein, les stats, le départage arrive à disséquer ceci. Ils ont aussi généré beaucoup de points en contre-attaque après un rebond. Défensif. Donc ça, c'est quand même assez cool de voir qu'il y a des stops qui sont créés et derrière, ça se projette très très vite avec McConnell, Haliburton, Siakam qui en tant que big s'échappe très vite de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas que lié aux pertes de balles, il y a aussi un vrai côté de Indiana est parvenu à accélérer réellement le jeu et à générer ce genre de situation de contre-attaque facile. Donc ça, c'est le premier point. Transition au rendez-vous, ça aide. Deuxième point, on l'a déjà dit, très peu de pertes de balles. À peine 11% de turnover percentage, c'est absolument génial, ils ont bien protégé la balle, eux qui sont également une des meilleures attaques de NBA pour le faire. Voilà, quand tu perds aussi peu de ballons, c'est quand même génial, surtout face à cette défense. Donc là, le duel a été gagné par Indiana, donc très bien également. Également, on peut le citer, Haliburton, qui, il y avait un peu de doute sur lui par rapport à sa blessure, il n'avait pas l'air bien en point, etc. Je crois même avoir vu passer que oui, si c'était la saison régulière, il serait absent plusieurs semaines. Là, finalement, il a joué et il a été pas mal. J'ai quand même été assez rassuré. Je m'attendais un peu à voir, non pas Willis Reed, mais pas loin, quoi. Un peu le mec qui est sur le terrain, mais parce qu'il faut, parce qu'on n'ose pas lui dire, bah non, tu peux pas, parce qu'il y tient absolument, mais qu'il est pas lui-même. Bon, je trouve que quand même ça a été mieux. Il a mis 3 pull-ups à 3 points, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi, hein, de retrouver un peu ce Haliburton qui met des pull-ups à 3 points sur des step back, sur des trucs comme ça. Donc ouais, ça c'était assez cool. Tout de même, la limite qu'on a vue, c'est que on n'a sans doute pas Haliburton à fond, puisque il y a 2-3 isolations où tu te dis, le vrai Haliburton de ces playoffs, hein, souvenez-vous, la série contre les Cavs, voilà, aujourd'hui, là, il y a une séquence contre Hartenstein en isolation, il arrive à obtenir le switch, il peut pas aller jusqu'au panier. Il n'arrive pas à aller jusqu'au panier, il n'arrive pas à l'attaquer, donc il abandonne. Souvenez-vous la série contre Jarrett Allen, où le pauvre Jarrett Allen, qui est sans doute un peu plus mobile encore que Hartenstein sur isolation et un peu plus compétent sur un contre 1, bon, mais il l'a rôti des deux côtés toute la série, quoi. Donc voilà, mine de rien, je pense tout de même qu'on n'a pas un Haliburton à 100%, mais s'il est quand même là pour mettre 2-3 tirs, c'est quand même très cool. Plus le passing, plus la transition aussi, hein, ça c'est quand même beaucoup lui. Donc voilà, autre point aussi, tactiquement, on n'y est pas arrivé. On a essayé un peu plus que d'habitude, je trouve, d'aller cibler SGA via Miles Turner, puisque OKC fait un switch all, toujours, on va en parler, mais souvenez-vous, il y a un peu cet aspect qu'on avait développé de OKC, c'est pas Cleveland, OKC, ils vont pas te laisser t'installer au poste bas après le switch, Turner sur le petit qui a switché sur lui, contrairement à Cleveland qui avait pas du tout cette même activité off-ball, cette même protection des mismatchs, etc., etc. Donc, pour l'instant, ça passait pas du tout. Et là, on a réessayé, notamment d'obtenir un switch, non pas on-ball, mais un peu sur des actions off-ball, en se disant, si on arrive un peu à faire un écran off-ball pour Turner qui obtient HDA sur un switch, c'est un peu plus subtil, c'est un peu moins, voilà, il y a moins de focus là-dessus, donc peut-être qu'on peut arriver à piéger OKC là-dessus, plutôt que sur le pick and roll où tout le monde voit ce qui se passe, et donc on peut protéger le mismatch, sauf que ça n'a pas trop marché. Cet aspect. Pourtant, ça a été essayé, hein. Ça a bien été essayé, on a vu que l'accent a été mis là-dessus, première mi-temps, mais en fait non, on n'y arrivait pas. Soit on n'arrivait pas à lui donner la balle au poste bas, donc c'est un peu pénible, c'est un peu dommage parce que t'as le mismatch mais t'arrives pas à le servir. Soit même la possession d'après, on a réussi à lui donner la balle, mais il y a 4 mecs qui sont resserrés autour de Turner et ça a fini en contre avec Chet Holmgren qui était autour de lui, Hartenstein qui était autour de lui. Voilà, le mismatch a totalement été annulé. Donc c'est vrai que pour l'instant là-dessus, OKC continue de gagner cette bataille du mismatch par rapport au switch, et disons-le aussi, c'est pas parce qu'Indiana a gagné que tout est bien. Je trouve encore une fois que le switch all de Chet Holmgren sur cette série et contre les Pacers, pour l'instant ça tient vraiment très bien. C'est autant en attaque on peut regretter que c'est un poste 5 qui est censé shooter, mais sauf que ça rentre pas les tirs, autant la défense, on est vraiment sur une série un peu masterclass, hein, de la part de Chet, hein, et
encore une fois, alors je crois que Nembhard l'a battu une fois. Nembhard l'a battu une fois en première mi-temps sur un switch. Il a enfin réussi à le battre, voilà. Et je crois qu'il y a une deuxième fois en troisième quart-temps où en fait Haliburton arrive à le battre, mais un peu avec une filouterie à la Haliburton, c'est-à-dire isolation, mais je lâche la balle et ensuite je coupe au panier et tu me la redonnes. Voilà, ce genre de petites trucs et astuces. Mais non, le switch hold OKC pour l'instant tient très bien. Il tient très bien dans le périmètre, comme on dit, donc Chet par rapport au petit, mais il tient très bien, on dit aussi, derrière. C'est-à-dire que quand tu as un petit d'OKC qui va switcher sur Turner ou Siakam, eux n'arrivent pas à en profiter. Donc c'est aussi là-dessus où je trouve que défensivement, OKC, bah, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, Indiana gagne ce match, mais en termes de perf offensive, voilà, ils sont à 108 points par 100 possessions sur ce match-là. Même si c'est vrai que maintenant que j'y pense, ils étaient quand même à plus de 60 points sur la première mi-temps, donc peut-être que les stats de match, encore une fois, sont altérés par le garbage time trop long, très très long du quatrième quart-temps. Mais voilà, donc la défense en switch all, ça c'est un point, on peut faire le point sur ça, ça tient toujours autant. Et puis le dernier point, et après on va se quitter pour un match comme ça, on a déjà fait assez long. TJ McConnell, évidemment. McConnell, qu'est-ce qu'on l'aime ce joueur, qu'est-ce qu'il est important, et surtout, donc, on a déjà dit, la transition accélérée en transition, en semi-transition, blablabla, vous connaissez le refrain, ça, il a été impérial là-dessus. Les line-up, d'ailleurs, avec les deux, sont intéressants, même très intéressants. McConnell et Haliburton en même temps. C'est pas pour rien, c'est le maître Rick Carlisle qui aime bien faire jouer plusieurs porteurs de balle en même temps. Ça, je pense que c'est la bonne tactique. Donc ça, c'est cool. Transition, mais pas que. Puisque notamment, sans Haliburton, on a vu un peu le festival McConnell. Alors attendez, je vais chercher les stats de box score. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du 12 points, 6 assists, 4 interceptions, 6 sur 12 au niveau du tir. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que en général, quand il y a McConnell qui rentre, il y a un système un peu favori pour lui, c'est ce qu'on appelle une pistol action. Donc pistol, comme un pistolet littéralement. Et pistol action, c'est quoi ? C'est McConnell qui remonte la balle sur une aile, pas plein centre, mais sur une aile, et sur l'aile, il reçoit directement un écran, généralement d'un petit, et voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à générer de l'attaque pour McConnell. Voilà, on crée un premier décalage, le flow de l'attaque par de là, lui il attaque, il fait extra pass, etc. Ou alors il va au panier, ainsi de suite. Et là, première action de la McConnell offense, on a en face Hartenstein, et que fait Hartenstein ? Il switch. Et là, on se dit, ah mince, Hartenstein qui switch pas tout le temps dans la série, il se met à switcher, et donc en l'occurrence, la fameuse pistol action avec un écran qui, donc je remonte le ballon sur l'aile, je prends un écran qui est censé, un écran pour aller vers la ligne de touche, donc pour rester un peu à l'extérieur, pas pour entrer à l'intérieur, un écran pour aller à l'extérieur et hop, contourner et ligne de fond, aller au panier, etc. Bah, vu qu'il y a un switch, McConnell il est un peu stoppé. Donc ça marche pas. Et donc, qu'on fait les Pacers juste après ça et qui a permis un peu de dérouler, de créer de l'avance et de débloquer un peu le TJ McConnell, c'est quoi ? C'est en fait, ça a été de faire des feintes de pistol action. C'est-à-dire que on fait genre que McConnell il continue de remonter la balle sur l'aile. On fait genre qu'on va poser un écran comme d'habitude, sauf que finalement on le pose pas. Alors déjà, on éloigne Hartenstein de ça, on l'implique pas forcément, mais même quand on l'implique, en fait, le joueur des Pacers fait semblant, enfin il fait pas semblant, il fait semblant de venir poser un écran, il vient pour ça. Mais McConnell, plutôt que de prendre, par exemple, si c'est sur l'aile gauche, de prendre main gauche et d'aller ligne de touche et puis ligne de fond ensuite, hop, je refuse l'écran, feinte de pistol, et en fait, je repique à l'intérieur. Et cette action, ils l'ont fait encore et encore et encore et encore. Et en fait, c'est comme ça que on a vu qu'une première fois, vu que OKC voulait switcher là-dessus et donc annihiler le décalage et l'intérêt de faire ces pistol action qui partent sur le côté, vu qu'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste une feinte de ça et on le fait repiquer à l'intérieur. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée de facto une situation c'est un peu comme de l'isolation en fait. C'est de l'isolation où en fait le défenseur s'apprête à traverser un écran, mais en fait non. Donc isolation où le défenseur est de base un peu perturbé avant que McConnell attaque. Et donc en fait McConnell a utilisé ça pour repiquer à l'intérieur encore et encore et encore et en fait casser le jeu totalement comme ça quoi. On a réussi à le faire pénétrer plein centre et soit il mettait son petit pull-up dans la raquette, soit il créait du jeu à partir de là, quand ça se resserrait sur lui, autour de lui, hop, extra passe et puis extra passe, ça donne un lay-up ou un 3 points ouvert, voilà, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était très cool et ce qui a permis de finalement cibler un peu plus en 1 contre 1, notamment Wiggins, le pauvre Aaron Wiggins qui s'est fait battre par
TJ McConnell, et quand OKC a fait le switch en mettant carrément Casey Nolas, meilleur défenseur Casey Nolas sur McConnell, ça n'a pas marché non plus parce qu'en fait tu donnes tout cet espace à l'intérieur pour McConnell pour repiquer, pour créer du jeu ou même pour aller sur ses spots, mettre le fameux pull-up à quelques mètres du panier, quoi. Donc ouais, McConnell a été très très bon là-dessus et c'est un peu sur ces minutes-là que l'avance a commencé à être creusée. Donc voilà, les petits trucs et astuces tactiques de ce match 6, débrief de ce match 6 est conclu et donc maintenant, désormais, tout va se jouer sur un match 7. Et c'est vrai que là-dessus, comme on dit, on peut se quitter là-dessus, mais c'est un peu risqué. C'est un peu risqué quand tu es le favori, parce que tout se joue sur un match. Or, en basket, il y a une donnée aléatoire qui est très importante, et donc c'est pour ça que, en général, la meilleure équipe gagne la série, parce que ça se joue au meilleur des 7 matchs. Donc, il y a un peu de temps pour éviter des accidents, éviter des matchs où toi tu mets rien, aucun 3 points, des matchs où à l'inverse, l'adversaire les met tous. Donc, attention, je pense que OKC a montré que c'était peut-être la meilleure équipe toute la saison, peut-être même sur les finales. J'ai l'impression qu'ils ont plus de réponses. Mais match 7, l'accident peut arriver. Sur un match, ça peut arriver, hein, s'il est littéralement ça. Sur un match, tout peut arriver. Donc, j'espère pour les fans d'OKC qu'on ne se retrouvera pas sur le match 7. Et à l'inverse, je l'espère pour les fans des Pacers. J'espère qu'on va pas se retrouver match 7 en faisant le bilan en mode OKC a shooté à 30% à 3 points, Indiana a shooté à 50% à 3 points, donc c'est un peu ça qui a décidé du sort de la série et qui fait que les Pacers vont être champions. Ou alors, après, on peut aussi se retrouver avec... en général, ça peut arriver aussi, hein, un match 7 un peu décevant où OKC qui est meilleur à domicile, ils mettent le coup d'accélérateur et puis c'est plié à plus 25 au bout d'un quart temps et demi, quoi. Ça peut arriver aussi, il y a tout qui peut arriver. C'est littéralement ça le principe de sur un match sec, tout peut arriver. Regardez à quel point est-ce que la March Madness, il y a autant de surprises. C'est pourquoi ? C'est pour ça. Parce que le favori n'a pas 2-3-4 matchs pour montrer qu'il est le meilleur malgré la variance de un match. Mais quelle plus belle conclusion que cette saison, que ce run de playoff 2025 des Pacers, que d'arriver à forcer un match 7 pour tout jouer sur la variance. On verra ça. Match 7 historique à suivre la prochaine fois entre Indiana et OKC. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce match 6. Bon, replay et débrief un peu plus court que d'habitude. En même temps, moins de choses à dire hein, quand on a l'aspect de shotmaking à ce point important et que le match se finit assez rapidement. Il y a un peu moins de choses à dire, un peu moins de détails à détailler, hein, justement. Pardon pour cette répétition assez moche. Mais voilà pour ce débrief. Et donc, j'avoue que je serais un fan d'OKC, je serais pas forcément rassuré. A priori, c'est la meilleure équipe, mais tout jouer sur un match, c'est quand même pas recommandé. Et surtout, s'il y a bien une équipe contre qui c'est pas recommandé de jouer sur tout sur un match, c'est les variants Pacers. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit Yes Sirs, hein, je crois que c'est leur surnom maintenant, c'est les Yes Sirs Pacers de 2025. Mais je crois qu'on peut appeler ça les variants Pacers. Hein. Donc voilà, c'est historique, prenons du plaisir, on va pas se bouder notre plaisir d'avoir un match 7, le 6e à peine en 30 ans. Et donc on se retrouve mardi, normalement. Mardi, au grand maximum mardi, pour parler de ce match 7. Et entre-temps, est-ce qu'on fera un truc peut-être, mais je crois que malheureusement, il y a la draft qui arrive 2 jours après, quoi. Donc j'ai pas eu le temps de finir le visionnage des matchs de Cooper Flag ou de Dylan Harper, mais je pense que ça arrivera. On le fera avec un peu de retard peut-être, c'est pas très grave. Ça viendra cet été. Mais voilà, donc la prochaine fois, je ne sais pas pourquoi on se retrouve, à moins qu'on ait un trade là qui tombe de Giannis ou de Durant ou un truc un peu urgent, on se retrouvera pour ça. Mais sinon, au maximum, on se retrouve mardi pour le débrief du match 7 qui, je crois, est lundi soir. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.